La vie peut basculer en un instant, sans prévenir ni retour possible. Bonjour, je m'appelle Alix, j'ai 20 ans. Jusqu'à récemment, ma vie semblait ordinaire, presque banale. Mes parents travaillaient dur, mon père dans une usine à Saint-Brieuc, ma mère infirmière de nuit à l'hôpital local. Mais un jour, tout a changé brutalement. Mon père a perdu son emploi, et soudain l'argent manquait même pour les courses. Impossible de penser à mes études. Alors, mes parents ont pris une décision qui a serré mon ventre de peur, m'envoyer dans un village près de Dinan, chez ma tante Hélène et son mari, le temps que tout s'arrange. La maison de ma tante était vieille, avec des volets écaillés, des planchers qui grinçaient à chaque pas, et une cheminée qu'il fallait allumer à la main. Mais le jardin, lui, était un vrai paradis. Des pommiers chargés de fruits, des petits buissons de groseilles, un potager luxuriant, et une balançoire ancienne qui criait sous le vent. L'air y sentait le miel, la terre humide, et quelque chose de sucré, comme les brioches aux graines de pavot que ma tante préparait chaque samedi matin. Mais surtout, il y avait lui, mon oncle Victor. Grand, solide, avec des yeux noirs et profonds, toujours vêtu de sa combinaison bleu taché d'huile, et l'odeur tenace de l'essence et des cigarettes mentholées qui l'accompagnaient. Il travaillait pour une entreprise de transport privé, livrant meubles, matériaux de construction, ou autres cargaisons. Il était taciturne, presque silencieux, mais attentif. Il me regardait différemment des autres adultes. Plus doux. Ou peut-être que c'était juste mon imagination. J'ai entamé mes études au lycée agricole local, bénéficiant d'une bourse qui avait été préservée. Chaque matin, je me levais à 6 heures, prenais un bus d'1 heure, étudiais, puis retournais chez ma tante. Les après-midi se passaient souvent dans la cuisine, le thé à la main, les informations en bruit de fond, et le silence monotone de la campagne, si intense qu'il en devenait presque assourdissant. Au bout de quelques semaines, j'ai voulu trouver un petit boulot. Pas par nécessité, mais pour m'acheter un parfum, un pull, sans demander d'argent à mes parents. J'ai frappé aux portes du magasin du village, de la pharmacie, même de la poste. Partout, on m'a dit non. Puis, un soir, pendant le dîner, mon oncle Victor a dit soudain: « Et si tu venais avec moi ? J'aurais besoin d'aide pour les chargements. Pas pour porter, rassure-toi, mais pour emballer, protéger les objets fragiles. » Les gars sont brusques, comme des ours. Je les regardais, surprise. Ils me proposaient un salaire modeste, mais honnête. Ma tante n'a rien dit, juste hoché la tête et esquissé un sourire discret. Le lendemain, je me suis levée à 6 heures, enfilé un legging de sport, un t-shirt gris, un sweat à capuche. Mes cheveux attachés en chignon haut, mes baskets usées. Quand je suis montée dans la cabine de sa camionnette, mon cœur battait fort et irrégulièrement, comme le premier jour d'école. Ce fut le début d'une histoire que je n'oublierai jamais. Le premier trajet m'a mené dans un petit hameau à une 30aine de kilomètres de Dinan, où une famille déménageait dans une maison de campagne. L'air sentait la lavande, et dès que nous avons franchi la porte, j'ai découvert un intérieur chargé d'histoire, des livres anciens, des meubles en bois sculpté, des vases de porcelaine délicate. Dans les armoires, des verres en cristal qui semblaient prêts à se briser au moindre faux mouvement. J'étais intimidée, presque effrayée de toucher quoi que ce soit. Mais mon oncle, avec sa patience habituelle, m'a montré comment emballer soigneusement chaque objet dans du papier craft, comment entourer les boîtes avec de la ficelle pour bien tout maintenir en place. « Tu es habile et minutieuse, ça ne court pas les rues », m'a-t-il dit en souriant. Ce compliment m'a réchauffé le cœur. À la fin de la journée, il m'a glissé dans la main un billet plié en deux, ainsi qu'un paquet soigneusement emballé. À l'intérieur, il y avait un débardeur blanc, avec un décolleté subtil, et un short en jean orné de dentelle sur les côtés. J'ai levé les yeux vers lui, surprise. Il a juste souri, comme pour me dire « C'est un merci. Tu as bien travaillé aujourd'hui. » J'ai murmuré un merci, caché le paquet dans mon sac à dos, sentant une étrange vibration au creux de mon ventre, un frisson que je ne voulais pas encore comprendre. Les jours suivants, le rythme s'est installé. 2 à 3 livraisons par semaine. Nous sommes devenus une équipe, mon oncle et moi. Il souriait de plus en plus souvent, et je surprenais de plus en plus fréquemment son regard posé sur moi. Mais tout a basculé une nuit, quand il a frappé doucement à ma porte. Dans ses mains, un autre paquet. À l'intérieur, une fine chaîne dorée ornée d'un pendentif en forme de papillon, qui semblait briller dans la pénombre. « Ne le dis à personne », a-t-il soufflé. « C'est juste entre nous. Ta tante ne doit pas savoir. » Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. La chaîne reposait sur le rebord de la fenêtre, son éclat me gênant presque. Ce n'était pas un simple cadeau. C'était une clé. Une clé vers quelque chose que je ne savais ni nommer ni comprendre, entre envie de fuir et désir de rester. Depuis ce moment, j'ai commencé à remarquer chaque détail.
comment sa main restait un peu plus longtemps que nécessaire quand il m'aidait à sortir de la cabine, comment ses yeux glissaient sur mes jambes lorsque je portais ce short. Et puis, les petits présents qui arrivaient sans prévenir. Une barrette ornée de perles, un vernis à ongles rouges vifs, un carnet relié de cuir. Tout semblait innocent, mais l'air entre nous devenait de plus en plus chargé, de plus en plus dense. Ma tante Hélène ne semblait rien voir, ou faisait semblant, trop occupée par sa serre, ses conserves, ou ses visites chez son ami au village voisin. Nous restions seuls de plus en plus souvent, et cette proximité, cette tension, grandissait silencieusement, comme une tempête prête à éclater. La semaine suivante, après une journée particulièrement éprouvante à charger un camion près de Loudéac, mon oncle m'a proposé de faire un détour pour aller se baigner. Il faisait une chaleur écrasante, et il disait qu'il connaissait un coin tranquille, presque secret, au bord d'une rivière où peu de monde allait. J'étais hésitante, incertaine si c'était une bonne idée, mais il insista, disant qu'il avait dans la voiture une serviette et un t-shirt de rechange. Nous avons quitté la route principale pour emprunter un chemin de terre qui serpentait entre les chênes et les hêtres. Après quelques minutes, nous sommes arrivés à une petite rivière d'eau claire, bordée de saules, avec un fond sablonneux qui scintillait sous le soleil. Je suis restée en sous-vêtements, un ensemble noir en dentelle simple mais élégant. L'eau fraîche caressait ma peau, et pour un instant, tout semblait innocent, presque enfantin. Puis il est entré dans l'eau, en short, son torse bronzé dévoilant une cicatrice sur la clavicule et une chaîne en or qui reposait juste au-dessous. Il me regardait intensément, calmement, avec une assurance troublante, puis s'est approché. « Tu es grande, Alix, » murmura-t-il. « Et intelligente. Tu comprends tout, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu, serrant les mains sur ma poitrine comme pour me protéger. Alors, il a tendu la main et a doucement caressé ma joue du bout des doigts, comme pour mieux me connaître. « Je ne te ferai jamais de mal, » a-t-il dit d'une voix basse. « Tu es arrivé au bon moment, comme une réponse. » Il s'est rapproché encore, son souffle chaud effleurant mon oreille. Mais soudain, j'ai reculé vivement, sortant de l'eau pour attraper mes vêtements. Une vague de honte puis de colère m'a submergée, colère contre moi-même, contre lui, contre tout. Dans la voiture, le silence était pesant, presque insupportable. Il ne disait rien. Moi non plus. Quand nous sommes arrivés chez ma tante, il a murmuré « Pardon. Oublié. » Mais comment oublier? Cette nuit-là, allongé dans mon lit, la chaîne dorée posée sur la table de nuit, son éclat m'a brûlé les yeux. Ce qui avait commencé comme un jeu, un simple geste, avait pris un poids, un sens que je ne pouvais plus ignorer. Le lendemain matin, en entrant dans la cuisine, ma tante préparait ses fameuses crêpes, comme chaque vendredi. Je me suis assise machinalement, sentant une étrange distance m'envahir. Elle m'a regardé longuement. « Ça va, ma chérie ?» J'ai hoché la tête, les yeux fixés sur ma tasse de thé. Puis mon regard est tombé sur un mot collé sur le frigo, écrit d'une écriture soignée, celle de mon oncle, parti pour Rennes, je reviens dans 2 jours. Il était parti, et en moi, une tempête grondait. Tout ce qui semblait autrefois flou, incertain, s'était soudainement révélé d'une clarté troublante. Ses gestes, ses regards, la chaleur de sa main, tout cela me hantait. Je me suis retrouvée seule avec ma tante, mes pensées tourbillonnant dans le silence de la maison. Cette nuit-là, j'ai rêvé de forêt, du murmure de l'eau, et d'une main qui me tendait la sienne dans l'obscurité. Je me suis réveillée en sueur, le cœur battant, incapable de chasser ce sentiment que quelque chose d'irréversible venait de commencer. Quand mon oncle est revenu de Rennes, il avait un petit paquet dans les mains, un flacon délicat avec une étiquette en français, un parfum. Il l'a posé sur ma table de chevet, accompagné d'un mot, mets-en seulement sur ton poignet, et ne le dis à personne. Ce soir-là, devant le miroir, j'ai enfilé le débardeur blanc qu'il m'avait offert, cette fameuse chaîne dorée avec le papillon, et une jupe en jean que j'aimais porter. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai voulu me voir à travers les yeux d'un homme. Comprendre pourquoi c'était moi qui l'avais choisi. C'était le début de la fin. Tout devenait étrange et amplifié autour de moi. Le bruit de l'eau qui coulait dans le lavabo, le grincement des planchers sous mes pieds, même le tintement des couverts dans la cuisine semblait résonner d'une façon nouvelle, presque insupportable. Mon oncle était là, mais comme une ombre, proche mais inaccessible, comme séparé par une vitre invisible. Nous travaillions ensemble, discutions parfois, rions même, mais chaque mouvement, chaque regard portait désormais un sous-entendu que je sentais jusque dans mes os. Je me suis mise à soigner davantage mon apparence. Serrant mes jeans, choisissant des débardeurs un peu plus décolletés, portant ce parfum comme un secret précieux. Au début, c'était par habitude, puis par désir. Je me haïssais un peu pour ça, mais j'attendais ce moment où il croiserait mon regard, où sa main effleurerait la mienne en me passant une boîte, où il ne pourrait plus nier ce qui grandissait entre nous. Puis est venu ce week-end à Dinard, où une famille cultivée déménageait vers Brest.
Mon oncle ne voulait pas prendre d'aide extérieure. Tout est fragile, seul toi peux t'en occuper. Il faisait une chaleur accablante. J'avais choisi une longue jupe beige clair, un débardeur blanc sans soutien-gorge. Mes cheveux relevés en un chignon négligé, sans maquillage, mes lèvres mordillées par l'angoisse. La maison sentait le passé, vieux livres, carafes anciennes, poupées en porcelaine. J'emballais doucement la vaisselle, concentré sur chaque verre, chaque assiette. Soudain, mon oncle s'est approché par derrière et a ajusté la manche de mon débardeur. J'ai sursauté. « Le clair te va bien ?» a-t-il murmuré presque à voix basse. Je me suis retournée brusquement, nos regards se sont croisés, et j'ai vu ses yeux s'attarder sur mes clavicules découvertes. Les veines sur son cou se sont tendues, puis, rapidement, il s'est détourné. « Range ta chambre, je monte au grenier. » 10 minutes plus tard, je le rejoignais. L'air était chargé de poussière et de lavande. Il tenait dans ses mains un vieux chapeau, la poussière tombant sur ses épaules. Quand il s'est tourné vers moi, j'ai éclaté de rire, sincèrement, sans retenue. Il s'est approché, souriant, et m'a posé le chapeau sur la tête. « Voilà, maintenant tu es une vraie demoiselle du grenier, » a-t-il dit. J'ai enlevé le chapeau, mais il est resté dans ma main. Nous sommes restés figés un instant, l'espace entre nous se chargeant à nouveau, comme avant l'orage. Il m'a regardé intensément, trop longtemps et trop franchement. J'ai baissé les yeux, et il s'est approché doucement, posant sa main sous mon menton avec une douceur surprenante. « Tu le veux, n'est-ce pas ?» a-t-il murmuré. Je n'ai pas répondu. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Mes jambes tremblaient. Il ne m'a pas touché davantage, mais sa proximité était brûlante, presque insoutenable. Le temps s'est figé. Puis, brusquement, il s'est éloigné, se tournant vers la fenêtre. « Descendons », a-t-il dit simplement. Le silence est retombé, un moment brisé, comme un rêve interrompu. Ce soir-là, seul dans ma chambre, j'ai enfilé la chaîne dorée, vaporisé le parfum, mis de la musique, et me suis regardé dans le miroir. Je ne me reconnaissais plus. Mes lèvres, mes épaules, mon ventre, ce bracelet fin à ma cheville. Ce corps semblait appartenir à une autre. Audacieuse, provocante, prête à franchir des frontières interdites. Au matin, réveillée dans la même position, enveloppée dans ce parfum, j'ai su, j'avais déjà fait un choix. Silencieux, muet, mais irréversible. Le chemin du retour s'était estompé. L'automne est arrivé doucement dans notre petit village, comme un souffle frais glissant entre les arbres et les ruelles bordées de pierres anciennes. Les matins étaient froids, la rosée collait aux feuilles mortes qui s'accrochaient aux bottes, et la vapeur de nos respirations dessinait des volutes dans l'air. Je m'étais emmitouflée dans une robe en maille bordeaux à col roulé, avec des collants épais et des bottines à talons modestes, un manteau cintré à carreaux pour compléter le tout. Et bien sûr, mon parfum secret était devenu un sésame, une signature invisible que je portais chaque jour, comme une promesse muette. Je ne savais plus vraiment ce que je faisais, je vivais au jour le jour, suspendue entre attente et incertitude. Mon oncle Victor commençait à m'inviter de plus en plus souvent à l'accompagner. Parfois, sans raison apparente, juste pour aller chercher des planches ou déposer quelques colis en ville. Peu à peu, je devins une partie intégrante de ces trajets, et cette proximité me réchauffait d'une manière troublante. Un jour, il m'a dit simplement, sans détour, « Avec toi, c'est plus facile, plus calme. » Je n'ai rien répondu, mais au fond de moi, quelque chose s'est mis à bouillonner, un mélange dangereux de fierté et de peur. Cette sensation d'être spécial, unique, capable de combler un vide que je ne comprenais pas encore. Lors d'un de ces trajets, il m'a emmené jusqu'à un entrepôt à Saint-Malo, un vieux hangar où l'on déchargeait des fenêtres en plastique. Le vent froid sifflait entre les planches, et la lumière blafarde peinait à réchauffer l'atmosphère. Il a enlevé sa veste et me l'a posée sur les épaules. Je me suis retournée vers lui, et là, tout s'est figé. Son visage était si proche, si intense, que le monde autour de nous avait disparu. « Tu trembles » a-t-il murmuré. « Tu ne peux pas avoir froid. Un corps comme le tien doit toujours être au chaud. » Je me suis emportée, rougissante, non pas à cause des mots, mais de l'intonation, de ce qu'il disait sans être prononcé. Alors, il a pris ma main. Simplement. Longuement. Ses doigts enveloppant les miens. Je n'ai pas reculé. Je me demande parfois ce qui aurait pu se passer si nous nous étions rencontrés plus tôt, si j'avais été prête à comprendre et à accepter ce que je ressentais. Ce soir-là, il m'a déposée devant la maison. La voiture arrêtée, le jardin silencieux, les fenêtres plongées dans l'obscurité. Nous sommes restés là, sans rien dire. « Je sais que c'est mal » a-t-il murmuré. « Mais avec toi, je me sens vivant. » Dans un élan que je ne m'expliquais pas, je me suis penchée vers lui et l'ai embrassé. Sans demander, sans hésiter.
juste fermant les yeux et effleurant ses lèvres. Il n'a pas repoussé mon baiser. Ses mains sont venues se poser sur moi, avec une douceur mêlée d'urgence, de tendresse, de retenue. Nous avons longuement échangé ce baiser, lent et intense, comme s'il devait être le dernier. Mais soudain, il s'est éloigné brusquement. Pars. Maintenant. Sa voix était dure, presque étrangère. Je n'ai pas osé discuter. Mes doigts tremblaient, mes genoux fléchissaient, et ma tête bourdonnait. Je suis rentrée, me suis déshabillée lentement, laissant tomber chaque vêtement jusqu'à ce que je ne sois plus qu'en lingerie noire, délicate et fragile. Je me suis allongée dans l'obscurité, le goût de l'interdit sur les lèvres, brûlant et doux à la fois. Puis, j'ai entendu des pas dans l'escalier. Un grincement, une pause, et un léger coup à la porte. Je n'ai pas dit entre, mais je n'ai pas dit sors non plus. Il est entré sans allumer la lumière. Seule la lueur des réverbères dessinait des ombres longues sur le sol. Je suis restée immobile, enveloppée dans mon plaid, vêtue de dentelle noire. Mon corps savait déjà quoi faire. Mon souffle était calme, ma peau chaude, mes yeux grands ouverts, prêts à bondir comme ceux d'un animal sauvage. Il est resté longtemps près de la porte, puis s'est approché doucement, s'est accroupi à côté de moi, et a effleuré ma joue du bout des doigts. Dans ce simple contact, il y avait tout, excuse, tendresse, désir brûlant. J'ai pris sa main et l'ai pressée contre mon cœur, là où battait un oiseau en cage, désespéré de s'envoler. Alors, il n'a plus tenu. Ce n'était pas brutal, ni précipité. Au contraire, c'était presque sacré. Il a délicatement baissé la bretelle de mon soutien-gorge, embrassé ma clavicule, murmurant à quel point je sentais bon, combien cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti ça, un vrai désir. Ses mains, fortes mais tendres, sur mes tremblantes, ont doucement dénoué la ceinture de ma robe de chambre, caressant les collants qui dessinaient chaque ligne, chaque tension de mon corps. Chaque détail devenait une obsession. Il embrassait mes poignets, glissait lentement ses doigts sur la dentelle de mon soutien-gorge, effleurait l'intérieur de mes cuisses, dessinant des arabesques invisibles. Il me déshabillait comme on défait une poupée de porcelaine, avec respect, presque avec révérence. Mes talons aiguilles, portés juste pour lui, ont déclenché un rire étouffé et un regard brûlant. « Garde-les », a-t-il dit. Comme dans un rêve. Nous sommes restés là, côte à côte, respirant à l'unisson. Il caressait mes cheveux, fixant le plafond comme s'il cherchait une excuse. J'ai cru que je ne pouvais plus ressentir ça, a-t-il avoué. Mais avec toi, j'ai oublié qui je suis, qui tu es. Je me suis blottie contre lui, non pas comme une femme contre un homme, mais comme une âme cherchant une autre âme, un symbole de liberté même dans l'erreur, même dans la douleur. Le lendemain matin, je me suis réveillée seule, la lumière tamisée traversant doucement les rideaux. Sur la table de chevet, une lettre soigneusement pliée attendait. Mes doigts tremblaient en la saisissant, mon cœur battait à tout rompre, comme si chaque battement résonnait dans mes tempes. « Alix », commençait-elle, écrite d'une main que je connaissais trop bien. Cela ne pouvait pas continuer. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai ressenti, pardonne-moi de t'avoir laissé ressentir quoi que ce soit. Tu es trop pure pour ce monde cruel. Je m'en vais. Ne me cherche pas, oublie-moi. Je serrais la lettre comme un morceau de glace fondante, la regardant comme une photo trempée, une image qui ne signifiait plus rien. Tout ce qui avait existé restait gravé dans mon corps, le parfum subtil, l'éclat du pendentif papillon, le bruissement des pas dans l'escalier. Il était parti. Le lendemain, ma tante Hélène a rassemblé ses affaires en silence. Elle est partie chez sa sœur à quelques villages de là, murmurant seulement « Je ne sais pas quand je reviendrai ». La maison s'est vidée, mais je ne ressentais pas le vide. Au contraire, une étrange liberté s'est installée en moi, aigre et brûlante, une liberté de femme qui avait goûté à une tendresse interdite. Puis, une semaine plus tard, on a frappé à la porte. Un inconnu se tenait là, grand et mince, tenant une boîte dans les mains. « Bonjour », a-t-il dit simplement. « Tu prends maintenant la relève pour la tournée, Alix. Ou décharger. » Je lui ai souri, lentement, chaleureusement, et j'ai fait un pas en avant. Cette histoire ne faisait que commencer. Je n'aurais jamais imaginé que tout basculerait à ce moment précis, dans cette petite pièce sombre du vieux hangar de Saint-Malo. Ce jour-là, alors que je déchargeais les fenêtres en plastique avec le nouveau collègue, un jeune homme nommé Julien, mon oncle Victor est apparu, visiblement bouleversé. Il ne ressemblait plus à l'homme calme et réservé que je connaissais. Ses yeux, d'habitude si profonds et silencieux, brillaient d'une colère contenue, presque effrayante. Il s'est approché de moi d'un pas lourd, sous le regard surpris de Julien. « Alix, il faut que tu saches la vérité », a-t-il murmuré, la voix tremblante. « Je ne suis pas celui que tu crois. » Je l'ai regardé, interdite, le cœur battant la chamade. Que voulait-il dire?
Quel secret cachait-il derrière ce masque d'homme simple et silencieux? Puis, contre toute attente, il a sorti de sa poche un petit carnet usé, et l'a ouvert devant moi. Regarde ça, a-t-il dit en me tendant les pages jaunies. Ce sont des preuves. Des choses que je n'ai jamais osé te montrer. Je me suis penchée, lisant à voix basse les notes griffonnées, les noms, les dates, les lieux. Des transactions douteuses, des rendez-vous secrets, des identités dissimulées. Tout cela semblait sortir d'un roman d'espionnage, pas de la vie tranquille que je croyais connaître. Je travaille pour une organisation secrète, a-t-il avoué, la voix basse mais ferme. Ce n'est pas juste un transport de meubles ou de matériaux. Je suis impliqué dans des affaires dont tu ne pourrais même pas imaginer l'ampleur. Mon esprit tournait à toute vitesse. Était-ce un jeu cruel, une folie passagère, ou la réalité la plus dure? Julien regardait la scène, abasourdi, ne sachant plus où donner de la tête. Tu ne pouvais pas me faire confiance, a-t-il continué. Mais je ne voulais pas que tu sois mêlé à tout ça. C'est pourquoi je t'ai éloigné, pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait. Je sentais la trahison me brûler la gorge, mais aussi une étrange vague de compréhension. Tout ce que je croyais savoir sur lui, sur nous, venait de voler en éclats. Cette révélation inattendue m'a laissée tremblante, perdue entre colère et peur, incapable de savoir si je devais fuir ou rester. Je n'avais plus qu'une certitude, rien ne serait jamais comme avant. La suite de cette révélation a été encore plus troublante que je ne l'aurais imaginé. Mon oncle Victor, d'habitude 6 mètres de lui, s'est mis à parler à voix basse, presque comme s'il craignait que les murs eux-mêmes écoutent. Il a expliqué que son rôle ne se limitait pas au transport de meubles ou de matériaux. Il travaillait pour une organisation clandestine, chargée de déplacer des objets sensibles, parfois dangereux, entre différentes villes de Bretagne et même au-delà. Ces objets n'étaient pas seulement fragiles, ils étaient souvent liés à des secrets d'État, des documents confidentiels ou des artefacts que certains voulaient garder cachés. Je n'ai jamais voulu que tu sois mêlé à ça, a-t-il répété, la voix pleine de regret. C'est pour ça que je t'ai éloigné, envoyé chez ta tante, gardé mes distances. Mais tu es devenu plus qu'une simple aide pour moi. Tu es devenu indispensable. Julien, le jeune collègue, est resté silencieux, visiblement mal à l'aise face à cette tension palpable. La nuit tombait doucement sur Saint-Malo, et la lumière blafarde du hangar jetait des ombres inquiétantes sur nos visages. Je sentais mon cœur se serrer, partagé entre l'envie de fuir et la curiosité irrésistible de comprendre ce monde secret dans lequel je venais d'être plongé. Mon oncle m'a alors tendu une enveloppe cachetée, lourde de mystère. Tu dois garder ça précieusement, a-t-il dit. Cela pourrait changer ta vie, ou la mettre en danger. Je l'ai prise, le poids du papier froissé dans mes mains, consciente que ce simple geste scellait un pacte invisible entre nous. À cet instant précis, j'ai compris que je ne pourrais plus jamais revenir en arrière. Et alors que je regardais Victor s'éloigner dans l'obscurité, j'ai su que les jours à venir seraient bien plus dangereux et complexes que tout ce que j'avais pu imaginer. Le secret qu'il portait n'était pas seulement le sien, il devenait aussi le mien. Les jours qui ont suivi ont été comme un tourbillon incontrôlable, une tempête silencieuse qui s'abattait sur chaque instant de mon existence. Le poids de cette enveloppe mystérieuse dans mon sac à dos semblait absorber toute la lumière autour de moi, transformant chaque seconde en un combat intérieur. Chaque regard échangé avec mon oncle, chaque silence partagé, vibrait désormais d'une tension insoutenable, comme si l'air lui-même était chargé d'électricité prête à exploser. Je sentais son regard glisser sur moi avec une intensité nouvelle, un mélange de protection, de désir, et d'une urgence que je ne pouvais déchiffrer. Les jours paisibles de la campagne bretonne, avec leur senteur de pommes mûres et de terre humide, semblaient appartenir à un autre monde, un rêve lointain. La réalité s'imposait avec une force brutale. J'étais désormais partie prenante d'un jeu dangereux, où le moindre faux pas pouvait tout faire basculer. Chaque trajet en camionnette avec mon oncle devenait une danse délicate entre l'ombre et la lumière, entre la confiance et la méfiance. La frontière entre le professionnel et le personnel s'effaçait peu à peu, et je me surprenais à guetter le moindre geste, la moindre parole, cherchant à lire entre les lignes ce que nos silences cachaient. Une nuit, alors que nous déchargions des caisses dans un entrepôt isolé, une alarme retentit soudain, brisant la quiétude précaire. Le temps sembla se figer, chaque battement de cœur résonnant comme un coup de tonnerre. Mon oncle attrapa mon bras, ses doigts serrant avec force, et murmura « Il faut partir. Maintenant ». Nous avons couru à travers les ombres, le souffle court, le danger palpable derrière nous. Cette fuite précipitée, cette montée d'adrénaline, ont transformé chaque seconde en une épreuve extrême. Je sentais mon cœur tambouriner dans ma poitrine, ma peau brûlante sous l'effet du stress et de l'excitation mêlée. Ce moment, intense à l'extrême, était une hyperbole de tout ce que nous avions vécu. L'interdit, la peur, la passion, et le secret enfin révélé dans toute sa violence. Je savais que rien ne serait plus jamais pareil.
que nous étions désormais liés par un pacte invisible, un secret qui nous consumait. Et alors que nous disparaissions dans la nuit, le mystère s'épaississait, promettant des révélations encore plus troublantes à venir. La nuit enveloppait le village d'un voile opaque, où chaque ombre semblait receler un secret, chaque souffle de vent un murmure interdit. Nous étions là, au bord d'un précipice invisible, suspendus entre ce qui avait été et ce qui allait advenir. Je tenais toujours cette enveloppe mystérieuse serrée contre moi, son poids désormais insupportable, comme un fardeau et une promesse à la fois. Mon oncle Victor marchait à mes côtés, silencieux, le visage marqué par une détermination froide et une douleur silencieuse. Cette course effrénée à travers les ruelles désertes, les sentiers battus, avait réveillé en moi une tempête d'émotions contradictoires. Peur, désir, rage, et une soif insatiable de vérité. Nous savions tous les deux que ce moment était un tournant, un seuil que nous ne pourrions jamais repousser. Le secret qu'il m'avait confié, l'histoire qu'il avait dévoilée, tout cela allait bouleverser nos vies à jamais. Je sentais son regard sur moi, chargé d'une intensité brûlante, presque déchirante. Il murmurait à voix basse, des mots que je ne comprenais pas encore, mais qui résonnaient comme une promesse ou un avertissement. Puis, soudain, le moteur de la camionnette a démarré, brisant le silence pesant. Victor m'a lancé un regard, un mélange d'espoir et de regret. « Tiens-toi prête », a-t-il dit. Ce voyage ne fait que commencer. Alors que nous quittions le village, les lumières s'éloignant derrière nous comme des étoiles mortes, j'ai compris que cette histoire, la nôtre, était loin d'être terminée. Et quelque part, au fond de moi, une voix murmurait que le pire restait à venir. Le mystère s'épaississait, et je savais que bientôt, il faudrait faire un choix. Un choix qui pourrait tout changer, ou tout détruire. Mais pour l'instant, le silence régnait, lourd et chargé de promesses. Et moi, je restais là, suspendu entre l'ombre et la lumière, prête à affronter l'inconnu.